sur le fonctionnement de la coroutine. Alors ça décrit pas trop l'intérieur, comment on s'organise. Ce qui est rigolo, on a été un peu surpris depuis 6-8 mois de ce qui s'est développé dans le lieu. Donc là, c'était il y a à peu près un an. C'est qu'on a des nouvelles personnes qui sont arrivées récemment, avec des profils beaucoup plus variés, aussi des différences d'âge un peu plus importantes, et avec des gens qui se sont complètement appropriés le fonctionnement du lieu et qui ont démarré des nouvelles initiatives dans l'espace sans que justement ça passe par les anciens ou ceux qui étaient là au début du projet. Et donc je vais vous montrer deux, trois photos de ce qui est arrivé en peu de temps. C'est pour expliquer aussi en quoi un commun, c'est pas juste à un moment donné un lieu et puis voilà quoi, mais c'est vraiment une dynamique, une démarche qui doit rester vivante. Si elle arrête d'être vivante, c'est qu'il n'y a plus vraiment de commun. Si le projet arrête d'évoluer, s'il n'y a plus une communauté derrière qui le fait vivre et qui le fait changer, et où justement les nouveaux arrivants réamènent des nouvelles choses dans le fonctionnement, dans le commun, dans le lieu commun en l'occurrence, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et donc là, on est assez content de ce qui s'est passé. Je vous le montre parce que ça donne une idée de comment des lieux peuvent vraiment être les points d'entrée de toute une évolution de la société. Alors je parlais tout à l'heure de propriété collective et puis de comment finalement on pourrait se réapproprier des lieux de travail qui sont nos anciennes usines. Pourquoi elles ne nous appartiendraient pas et qu'elles seraient elles appartiendraient ni au privé ni au public, mais un peu à personne et à tout le monde. Vraiment une logique d'espace commun. Donc ça, c'est une vision plutôt long terme, et on est quelques-uns à en rêver, mais ça va mettre du temps. En même temps, c'est pas impossible, parce qu'il y a vraiment des exemples d'acteurs qui ont réussi à acheter des lieux, on pourra en reparler tout à l'heure. Donc là, récemment, il y a Mélanie à la coroutine qui a lancé la logique d'achat groupé. Et on a voulu vraiment faire ça en logique de commun, c'est-à-dire éviter de passer par un prestataire, ou en tout cas un intermédiaire. Donc c'est un peu le modèle de la map, sauf qu'on l'a un peu pensé pour qu'il y ait une logique d'achat groupé. Que la map c'était trop contraignant pour les utilisateurs du lieu. Et donc Mélanie a dû trouver un petit outil en ligne, elle a lancé le truc et c'est parti depuis 2 mois maintenant. On a un système d'achat groupé où le producteur vient se déplacer. Et qu'est-ce que ça crée ? Il y a du coup aussi des travailleurs du lieu qui vont passer un peu de temps chez l'agriculteur quand les gens ont envie un peu de sortir de leur cadre urbain. Il y a cette possibilité-là. Et puis en fait, les produits qui arrivaient du coup tous les lundis par ce producteur, on s'est dit tiens, ça pourrait aussi servir à faire à manger le midi dans l'espace de coworking, l'espace de travail. Et donc il y a un deuxième projet qui est un peu né au même moment, enfin à la même période, qui est la Cocotte, qui est finalement une cuisine collective tous les midis. Il faut savoir que dans le lieu, avant on mangeait, depuis 3 ans. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'on a vraiment, à mon sens, un commun, développe une culture commune et transforme aussi les besoins des individus, plutôt transforme la manière nos envies en fait mettre du temps, mais au bout d'un moment on sent qu'il y a vraiment des transformations. Donc avant on ne savait pas du tout cuisiner ensemble, on achetait tous nos pâtes à côté ou nos sandwichs, ça nous générait je ne sais pas combien de kilos de déchets à chaque repas. Et depuis peu, il y a les nouvelles personnes qui sont arrivées et qui commencent à cuisiner tous les midis pour 3-4 personnes, donc des pâtes, du riz, des trucs très simples. Puis quand il y a commencé à y avoir le producteur là, qui livrait tous les lundis, on s'est dit on va mettre de la nourriture de côté. Et puis il y a une autre personne dans le lieu qui est arrivée il y a 2 mois, qui a commencé à dire en fait, moi je vais récupérer des bocaux et on va commencer à mettre du riz, des épices, des lentilles, plein de trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger d'ailleurs. Et de ça a commencé l'expérimentation de faire un repas collectif. Et depuis 3 mois, tous les midis, il y a quelqu'un qui se met à cuisiner. En général, c'est 2 ou 3 personnes. On est une vingtaine dans l'espace, pour les 20 personnes dans l'espace. Donc tous les midis, il y a un repas pour une vingtaine de personnes. Alors c'est rigolo parce qu'on a des gens extérieurs qui commencent à venir manger aussi le midi. Et c'est souvent eux qui vont se retrouver à la cuisine parce que ça leur fait plaisir de cuisiner des trucs qu'ils n'ont pas l'habitude de cuisiner. On se retrouve avec les produits locaux du producteur d'à côté. Et du coup, c'est un énorme, c'est un bon moyen de créer aussi la convivialité, de faire que les gens partagent, échangent et redéveloppent des savoir-faire. Donc, on réapprend à cuisiner. Donc, on est beaucoup à plus savoir vraiment cuisiner. Donc, c'est un lieu où on réapprend ça. Mais c'est des choses, j'ai envie de dire, c'est un peu tout bête. Mais parce qu'à un moment donné, on a le droit de développer des choses, on a le droit d'initier des choses. Parce qu'à un moment donné, oui, il y a quelqu'un qui se motive et qui dit allez, je lance l'idée, puis en fait les gens se l'approprient et puis ça fait un truc qui se construit petit à petit.
Mais justement, on ne veut pas appeler ça un projet. Ce n'était pas un projet de faire la cocotte ou un projet de faire la cuisine collective ou l'achat groupé. C'est juste un processus parce qu'il y a justement toute une démarche de communisation, en tout cas de tout ce travail commun qui se fait pas à pas. Et pour terminer sur cette petite histoire là des derniers mois, il y a eu bien sûr aussi le compost. C'est qu'on avait plein de déchets, donc qu'est-ce qu'on fait avec les déchets? C'est un peu débile de les mettre à la poubelle. Et là, c'était plus des déchets, des cartons ou des sacs plastiques de sandwich. C'était des déchets, des produits, des légumes et tout ça. Épluchures. Et donc, depuis un mois, on a une boîte à compost. Et le producteur qui vient le lundi récupère la boîte et du coup l'utilise pour ses productions. Donc, c'est vraiment des exemples tout bêtes. C'est juste que c'est du bon sens. Sauf qu'on n'arrive pas à développer ce type de choses-là dans les cadres classiques qui sont le lieu privé ou le lieu public pour plein de raisons. Et on pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est... oui, un acteur public, il va pas laisser la main à quelqu'un qui aura envie de lancer une cuisine collective parce qu'il va dire ouais, mais les problèmes sécuritaires, de normes et tout ça. L'acteur privé, c'est pas dans son intérêt non plus que les gens fassent tout par eux-mêmes, que l'utilisateur se mette à gérer l'espace. Ouais, mais du coup, comment j'en vis et tout ça. Donc voilà, il y a le processus du commun permet, à mon sens, de redévelopper ces logiques. Et ce qui est aussi amusant, c'est que l'achat groupé du lundi, maintenant, il y a des voisins qui se sont greffés et qui commencent à venir acheter dans le lieu. Et voilà, tout ça crée un mouvement qui nous passionne et qui nous font de plus en plus croire au fait que cette troisième voie, d'ailleurs dans la vidéo tout à l'heure on parlait de citoyens, donc est-ce que c'est des citoyens qui portent ça? Mais en tout cas c'est pas vraiment l'acteur public, c'est pas les logiques privées classiques, c'est pas l'entrepreneuriat classique dont on parle et qui est toujours accompagné de manière assez individualiste, l'entrepreneur héros. C'est d'ailleurs pour ça que je disais attention au mot fondateur, parce que ça a un peu tendance à mettre une sorte d'individu au top. Là, c'est une logique entre les deux. Et donc, on peut parler de citoyens parce que c'est des utilisateurs qui créent les communs. Et bon, dans le logiciel libre, ce qui se passe ici, c'est dans le logiciel libre, ils ont compris encore beaucoup plus de choses. C'est pour ça qu'on pourra en venir après à des méthodologies qui s'inspirent de ce qui se passe dans le logiciel libre, parce sur certains éléments, ils ont tout compris. Peut-être on peut y rentrer, parce que si on s'arrête maintenant, il va y avoir plein de questions auxquelles tu vas répondre par les 10 briques. Oui. Je pense. Donc peut-être rentrer tout de suite, si ça vous va, un peu dans la méthodologie que tu as développée avec Unisson pour accompagner la mise en œuvre de commun, parce qu'on sent bien une expérience. La coroutine, c'est quoi, 4 ans, 5 ans? C'est 3 ans et demi. Ouais, 3 ans et demi là, oui. 2 ans un an dans ce lieu-là? Un an dans ce lieu-là, un an dans un autre lieu, un an avant dans un autre lieu. Et avant, au début, c'était un mois dans un squat. Donc ça a un caractère comme ça un peu idyllique, c'est un truc, d'un coup ça marche, ça fonctionne, ça fait 3 ans et demi, ça commence à avoir un petit caractère un peu durable. Donc il y a plein de questions qui peuvent se poser sur le modèle économique, sur la gouvernance, comment se prennent les décisions. Tu as déjà évoqué pas mal de manières différentes d'aborder ces choses-là. Ce sont des utilisateurs, on n'est pas fondateurs, on est tous de pair à pair. Et hier soir, on avait ce débat autour des révolutions citoyennes de l'Internet, et Amel Guiton, Amel, elle n'est pas arrivée encore. Amel Guiton, l'auteur de Hacker, disait moi, là où j'ai été scotché de rentrer dans ces communautés-là, c'est pas tant avec ces gens-là, mais dans ces communautés-là, c'est qu'effectivement, d'autres mondes existent. D'autres manières de faire sont à l'œuvre, et que c'est pas tant dans ces changements, dans des changements enfin, c'est pas tant. On n'est pas dans des enjeux de transformation, et on est beaucoup plus dans des enjeux de transition pour considérer effectivement ces pratiques numériques comme étant des milieux dans lesquels on a des écosystèmes dans lesquels on peut faire les choses différemment et d'être dans des logiques de transition. On peut rentrer sur les 10 briques, ou tu avais encore des choses à rajouter par rapport à on peut enchaîner, puis je présente rapidement ça, et après, on fait un petit question-réponse. Voilà, on va favoriser après l'échange. En fait, ce pourquoi on a commencé à réfléchir à Unisson, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes problèmes dans quasiment toutes les initiatives. Enfin, c'est un peu difficile de dire on va essayer de mettre en place une méthodologie pour tous les communs. C'est pas l'idée de ce travail-là. Par contre, l'idée c'est juste de partager sur les éléments qu'on retrouve tout le temps et de dire tiens, quelles sont les pistes? Comment on pourrait équiper les gens qui démarrent sur des communs, un peu comme le randonneur à qui on met un sac à dos avec ce qu'il faut juste pour pas qu'il crève de froid quand il y a un problème là-haut. Après, libre à lui d'utiliser les choses. Donc c'est un peu le sens de cette démarche-là.
Ça a été aussi un moyen pour nous, c'est très important ces briques-là qu'on est en train de documenter, pour aussi sensibiliser les gens avec qui on travaille, parce qu'à chaque fois on sent qu'ils partent dans des biais qui sont ceux classiques, parce que toute l'économie, enfin toute la société est pensée, elle n'est pas du tout pensée pour développer des communs. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de financement public sur Linux ou sur enfin très peu sur Wikipédia. Ils ont mis 5 ans juste à pouvoir se payer des serveurs. Enfin voilà, donc on a besoin de cette méthodologie-là aussi pour faire comprendre comment éviter les erreurs classiques. Donc je vais juste lister les 10 points et je vais surtout Donc, notre méthodologie s'est traduite en une dizaine de points à réfléchir quand on construit un commun. Ça évoluera peut-être, hein, pour l'instant c'est comme ça, mais ça pourra évoluer. C'est libre justement à comment les gens vont s'approprier ce truc-là et venir contribuer, puisque c'est une méthodologie qui est aussi pensée qui s'applique à elle-même, ce processus-là. Donc on a 10 éléments, je vais prendre l'exemple tout de suite de la coroutine. Donc de notre lieu, on s'est amusé à lister en 10 points. Alors il y a une sorte d'évaluation là qui est un peu stupide parce que c'est qualitatif entre 0 et 100 pour chaque élément. Mais on va vite faire évoluer cette démarche-là. C'était pour réfléchir à comment on pourrait un peu évaluer, même si ce n'est pas un mot avec lequel on est hyper à l'aise. Mais par exemple, dans les 10 points, il y a la gouvernance, l'aspect technique, l'aspect de contribution, de partage, juridique, mutualisation, financement, prestation, partenaire, évaluation. Je prends juste 1 minute sur chaque point. La coroutine, justement, en mode on explique à chaque fois quel est l'enjeu derrière. L'enjeu de la gouvernance, et voilà, si votre fonctionnement il est hyper vertical, le projet il va pas être approprié par les individus. Donc, il y a énormément d'enjeux de gouvernance, que les discussions soient transparentes, que les financements soient clairs, que les gens sachent où l'argent va, que les décisions se fassent autant que possible selon certaines méthodes. Donc nous on parle de consentement. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de débats au sein du lieu pour la mise en place de la gouvernance. C'est des étapes qui sont aussi très importantes. On explique un peu là-dedans. Aujourd'hui, la coroutine, on essaie d'avoir un fonctionnement le plus horizontal possible. Et dans les faits, c'est pas simple. Donc il y a plein de briques. Il y a aussi des outils qu'on peut utiliser comme l'Omio, des outils de prise de décision. Je continue sur l'aspect... Peut-être développe un tout petit peu sur la gouvernance de la coroutine, parce que je pense que c'est des questions qui vont arriver. Aujourd'hui, on a un problème avec la coopération au sens strict, où par exemple il faudrait décider tous ensemble de chaque chose qu'on fait. La coroutine, on a un mode de fonctionnement où, un peu comme sur Wikipédia, on valide un peu a posteriori. C'est-à-dire les gens qui ont envie de faire quelque chose, ils lancent l'idée, et puis après, les gens qui ne seraient pas d'accord, ils pourraient l'exprimer. Donc on va, plutôt qu'avoir un processus de prise de décision collective pour tout ce qu'on fait, on fait, et après on a un processus de gestion des tensions. C'est proche aussi des modes de fonctionnement de l'holacratie, mais aussi des modes de fonctionnement de Wikipédia où les gens éditent quelque chose, et derrière il y a modération a posteriori. Et d'ailleurs, dans les modes de gouvernance, là c'est plutôt la brique juridique, on explique qu'il faut faire très attention au statut associatif par défaut, parce que les statuts associatifs par défaut, ils proposent d'avoir tout de suite, un peu parce que voilà, on prend le statut, on a l'habitude de voir le fonctionnement associatif classique. Du coup, tout de suite, on crée un CA, tout de suite, on crée un président, un trésorier, et puis du coup, il y a des sortes de postes fixes. Et tout ça, en fait, ça favorise. Et tout de suite, on a besoin de créer une AG pour réunir tout le monde et discuter de on ne sait pas quoi, parce que souvent on ne sait même pas pourquoi on doit faire une AG, sauf qu'il faut en faire une tous les mois parce que c'est marqué dans le... Voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai rien contre les statuts associatifs classiques, mais il faut juste réfléchir à nos statuts, pas parce qu'on n'y connaît rien et du coup on prend les statuts classiques, mais il faut vraiment que ça se fasse avec comment le projet se développe. C'est-à-dire que donc nous on a pris un statut associatif classique parce qu'on connaissait pas, on savait pas qu'il y avait des statuts qui permettaient de fonctionner en collégial par exemple. On a pris le classique, mais on a juste mis de côté pour pas trop travailler avec ce truc-là parce que c'était pas adapté à notre mode de fonctionnement au début. Et du coup on a un mode de fonctionnement qui est, on a un président qu'on a renommé en responsable légal pour juste que les gens ne croient pas que c'est le président qui présiderait le lieu, mais du coup on a la petite asso qui a son statut à côté, mais par contre le mode de fonctionnement il est très collectif et il passe pas par les statuts. Maintenant qu'on commence à comprendre notre mode de fonctionnement, on pourrait remodifier nos statuts associatifs pour qu'ils correspondent à notre mode de fonctionnement. Bon, on n'en a pas besoin urgemment, mais ça pourrait être malin. Enfin voilà, ça c'est une expérience sur les modes de gouvernance. C'est des trucs sur lesquels il faut juste faire attention parce que il existe vraiment des statuts. Il y a un site internet qu'on a listé dans
dans le document où on peut partir sur d'autres modèles de statut qui permettent d'éviter de tout de suite rentrer dans les logiques un peu plus verticales, mais qui ont leur raison d'être dans certains projets, hein, au contraire. Mais si on veut créer un commun, c'est pas facile de tout de suite dire bon, bah, qui est le président. Du coup, il y a des discussions infinies sur qui va être le président, où est-ce qu'on dépose les trucs et tout, et on se complique la vie plutôt qu'agir. On est en train de développer toute une gouvernance qui n'est pas du tout le problème au début d'un projet de gouvernance. Il n'y a qu'au bout de 3 ans qu'on se pose les questions vraiment de structuration juridique. Et... on continue les points. Allez, ouais. Le point technique, là, c'est plus pour les... Il y a un vrai enjeu à décentraliser les données, donc on réfléchit à des technos qui vont nous permettre de séparer un peu, de ne pas devenir une sorte de machin centralisé, mais ça c'est plus des notions techniques, mais ne serait-ce que d'avoir les données ouvertes pour que les profils ou certaines données de notre lieu puissent être utilisées par d'autres. C'est un point assez technique, je ne m'étends pas là-dessus. Ça intéressera les développeurs et puis il y a un vrai enjeu autour des questions techniques parce qu'on est en train de réussir à décentraliser le web. Pour la coroutine, c'est pas très intéressant. Par contre, pour les réseaux sociaux comme Facebook et tout ça, le jour où on a ces solutions techniques-là de décentralisation du web, on a tous les modèles en silo qui sont en train de centraliser et un peu de nous coincer parce que c'est des modèles qui sont très capitalistes. On a tous ces modèles qui risquent de un peu sauter parce qu'on pourra enfin fonctionner avec des réseaux locaux mais qui se connectent entre eux et qui créent un réseau mondial mais qui n'est pas un réseau mondial qui chapeaute tout le monde et qui ne laisse pas les acteurs locaux se débrouiller. Sur la contribution, donc il y a un enjeu à faire que chacun puisse contribuer à l'initiative, que ce soit facile, que ce soit pas trop compliqué. Je donne un exemple, d'ailleurs si vous connaissez les gens de covoiturage libre, on essaye de contribuer, on leur pose des questions et personne ne répond. Donc là il y a un problème, c'est que la contribution au projet elle est pas possible. On a beau contacter les gens, personne ne répond, il n'y a pas de liste de discussion ouverte où on peut voir ce qui se passe, où les prises de décision sont affichées. Donc du coup, ils se disent covoiturage libre, mais ça n'a rien d'un commun parce qu'on ne peut pas améliorer ce processus-là, ce site-là. Et c'est dommage parce qu'il y a des choses à faire avec cette plateforme. Au niveau du partage, c'est pour ça qu'on dit, nous, des communs libres, c'est qu'on pense qu'il y a un enjeu à faire exactement comme dans le logiciel libre, c'est mettre les sources des modes de fonctionnement des logiciels en accès facile, avec de la documentation qui explique comment les utiliser. Donc là, partage, ce qu'on essaie de faire avec la coroutine, et du coup vous allez le trouver sur le wiki de la coroutine, on essaye de documenter tout notre processus de fonctionnement. D'une part pour les nouveaux entrants qui arrivent dans le lieu, qui du coup vont comprendre comment ça fonctionne, mais aussi pour les lieux extérieurs qui auraient envie de dupliquer le concept. Donc on pourrait se dire, ils sont super cool, ils partagent tout. En fait, ça a aussi un intérêt pour le lieu, parce que si d'autres gens s'approprient, par exemple, le fonctionnement de l'achat groupé, donc on a un petit wiki où on documente tout ce qu'on fait. Donc là, vous allez trouver, par exemple, l'information sur comment on a mis en place l'achat groupé. Donc c'est assez simple, hein. La fille qui a lancé ça, elle a passé une journée et demie à le mettre en place et c'est parti. Donc il y a la recette pour copier. Donc on documente comment refaire le truc avec des liens vers les mails qui ont été envoyés au départ pour expliquer le concept, tout ça. On fait ça, c'est aussi parce que si plein de gens reprennent le truc, ils pourront améliorer le processus et ça nous sera aussi utile. Et puis il y a un vrai enjeu à ce que d'autres gens s'approprient ces modes de faire. Donc là, vous avez des recettes qu'on documente. L'idée, c'est de passer à un site plus large qui est le site Movilab, qui viserait à... C'est un site où justement on documenterait tous nos modes de fonctionnement, pas que pour les coworking, mais aussi pour le fonctionnement d'une monnaie, pour le fonctionnement tous les projets communs, on pourrait justement mettre en ligne tout le processus qui permet de les créer pour faciliter la copie, quoi. En fait, vraiment mettre les recettes en ligne. Aspect juridique, on en a parlé très rapidement, les questions juridiques de comment on peut créer des structures qui nous évitent de rentrer dans les biais classiques, comment on peut mettre des licences libres, des licences ouvertes qui permettent de facilement reprendre le contenu et de copier le commun, de copier ce qu'on a fait. L'enjeu de la mutualisation, ça c'est une énorme problématique, c'est que la plupart des initiatives démarrent sans comprendre qu'il y a plein de gens qui sont exactement au même questionnement. Et donc il y a un vrai enjeu à faire que tous ceux qui sont au même moment sur la même idée puissent mutualiser. Un exemple tout bête, c'est qu'il y a aujourd'hui, je crois, 1 millier de plateformes de financement participatif qui se sont développées en 3-4 ans dans le monde entier. Et il y en a très peu qui sont positionnés juste comme structure mutualisant tous ceux qui ont ces envies-là.
Donc chacun développe sa techno, son site, alors qu'on aurait très bien pu tous mutualiser, comme on l'a fait avec Wikipédia, ou plutôt que créer un millier d'encyclopédies, on en a contributive, on en a créé une et on s'est tous mis autour. Et là, il y a un vrai enjeu que tous les petits acteurs locaux le fassent, parce que si on ne le fait pas, c'est des acteurs, des énormes acteurs très capitalisés au départ, mais qui du coup ont un énorme besoin de rente derrière, qui prennent la place. Alors que si on se réunit entre petits acteurs, on n'aura pas de problème à développer des plateformes aussi puissantes que celles des acteurs classiques. Donc là, une mutualisation à 70% à la coroutine. Ouais, alors je ne sais plus ce que j'explique. Si dès le début du projet, la coroutine a essayé de rencontrer les acteurs en place pour réfléchir à ce qui pourrait être mutualisable. Bon, dans le cas d'un lieu, c'est pas très la mutualisation, parce qu'on peut pas créer un lieu. Voilà, il y a besoin de plein de lieux. Donc sur des plateformes, c'est beaucoup plus évident cette question-là, parce qu'on peut créer une plateforme pour tout le monde, pas besoin d'en avoir 200. Et après, mutualisation, c'est qu'il y a aussi un processus de mutualisation, c'est-à-dire que c'est pas que au début du projet, c'est aussi tout le temps. Et donc on a créé Coworking Lille à Lille pour discuter avec les réseaux des coworking, pour réfléchir, dès qu'il y a des nouveaux projets, des trucs qui démarrent, à comment on mutualise ensemble. Et puis on se connecte aussi au réseau des tiers-lieux francophones pour aussi partager, et que quand on avance sur quelque chose, on en parle aux autres, pour éviter de réinventer la poudre ou de faire chacun de notre côté sans mutualiser. La brique financement, c'est l'enjeu de réussir à soutenir financièrement une initiative. On verra si on rentre dans le détail de celle-là, parce qu'il y a des innovations vraiment intéressantes dont je te parlais tout à l'heure avec GuideTip. Mais peut-être on peut commencer, ouais. Sur le comment... modèle économique d'un coup, sur la coroutine, c'est quoi comment ça fonctionne? Comment ça se finance? Alors la coroutine, c'est assez simple parce qu'on a beaucoup d'usagers, donc on a une vingtaine de personnes qui utilisent le lieu tous les jours, et donc chacun contribue financièrement au loyer de l'espace, et on a très peu de charges puisque tout est géré collectivement. Donc à part les trucs qu'on peut vraiment pas faire, comme le lavage des carreaux qui sont super hauts et on n'a pas le matos pour le faire, ou des petits trucs comme ça. Donc financièrement, c'est pas très compliqué, et du coup ça revient pas aussi très cher pour chaque personne. Et puis voilà, en fait, ce qu'on explique dans la brique de financement, je pourrais aller dessus, mais c'est que aujourd'hui, c'est soit on paye pour avoir un lieu, mais du coup on contribue pas, soit on contribue, puis du coup ça nous revient moins cher parce qu'on est tous en train de contribuer. Donc c'est l'idée de la rémunération en nature. Souvent on oublie dans les modèles économiques que le fait de faire contribuer les gens, c'est un moyen aussi pour les gens de moins payer parce qu'ils contribuent en nature. Maintenant, nous, on n'a pas créé le fonctionnement contributif de la coroutine pour des questions financières, parce que ça nous coûterait moins cher, mais c'était vraiment une question aussi, une envie, on sentait que le fait de gérer ensemble le lieu, c'est ça qui allait créer le lien entre les coworkers et changer nos pratiques petit à petit. Alors que s'il y avait eu un salarié ou on avait payé plus cher pour que quelqu'un fasse le lieu pour nous, il ne serait pas passé la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. Chacun ayant dans le lieu son propre modèle économique lié à son activité. Alors après, oui, voilà. Donc chacun, nous, c'est vraiment c'est comme un bureau d'un travailleur indépendant. Chacun paye le bureau, sauf que là, il y a une grosse mutualisation, donc les coûts sont pas très chers. C'est qu'on a une forme de, je le mets entre 15 guillemets, une communauté de destin professionnel, des gens qui sont dans une forme de communauté un peu homogène. Oui. Homogène au début, maintenant de moins en moins. Au début, c'était que des informaticiens. Maintenant, il y a plein de gens différents. Et sur les manières de travailler au moins. Plus maintenant, non. Au début, oui. Maintenant, on a des gens qui sont soit des chercheurs ou des étudiants qui viennent. Alors, on essaye aussi d'ouvrir le lieu. On a un espace après libre, donc on a aussi des étudiants qui viennent. On a des réunions le soir sur des assos qui se réunissent sur des sujets, ou des gens qui lancent des événements et qui ont besoin du lieu, des conférences. Donc les utilisateurs du lieu, ou les gens qui viennent chercher des produits d'achat groupé. Donc ça n'est plus que des travailleurs indépendants. C'est aussi, puis il y a des télétravailleurs, donc ça commence à bien croiser. Et puis on a des gens beaucoup plus âgés, on a des gens qui vivent quasiment au RSA et qui sont dédiés à des développements d'initiatives dans le monde de l'économie sociale, dans le monde du solidaire, qui du coup passent leur journée dans le lieu. Mais ils ne vont pas avoir un travail classique au sens où il faudrait qu'ils vendent leur activité. C'est assez curieux ce qui arrive petit à petit dans l'espace. On finit sur les points ? Oui, on finit sur les points. On pourra revenir sur les exemples que tu as, toi, et puis sur le type de financement. La question du financement, parce que la coroutine, c'est assez simple, mais dans le modèle du libre, il y a d'autres, comme on parlait tout à l'heure sur le modèle de la radio. Le point de la prestation, c'est qu'un commun, il a besoin à notre sens, il a besoin de gérer une relation avec l'acteur privé et l'acteur public. Si on s'enferme, si on dit non, on n'a pas envie de travailler avec l'acteur public parce qu'il a tendance à... je prends un exemple, c'est que
nous, pour se faire soutenir par l'acteur public, il aurait fallu qu'on aille dans une certaine direction. Donc il voulait qu'on ait un salarié, qu'on crée de l'emploi, sauf que ça n'allait pas dans le modèle. Dans notre modèle, ça n'allait pas de créer un emploi, en tout cas pas maintenant. Et il nous fallait, voilà, il y a quelques petits trucs qui nous demandaient, mais du coup ça a emmené le projet dans une autre direction. Donc mais on ne veut pas rejeter non plus l'acteur public parce qu'il faut juste qu'il fasse évoluer ses modes de faire. Donc ça c'est un premier point, c'est que du coup c'est important d'avoir une relation bienveillante avec l'action publique parce qu'elle est quand même à notre service. Et normalement elle devrait être au service des communs. Ça devrait être le premier financeur de logiques comme Wikipédia. Comme ils ont su faire des routes, pourquoi on aurait pu construire des encyclopédies communes, on a su faire des routes communes. Bizarrement l'acteur public s'y retrouve pas du tout. Donc il y a un vrai enjeu à faire comprendre à l'acteur public qui peut modifier ses modes de soutien aux communs. Ça va mettre du temps, mais normalement c'est son rôle. Et donc on explique dans cette brique là plein d'éléments pour l'acteur public pour qu'il comprenne comment faire. Et après il y a ce que j'explique là-dedans. Après il y a un enjeu aussi que les acteurs privés puissent aussi fonctionner autour du commun pour se l'approprier. Mais surtout, c'est important. Enfin, par exemple, on a des consultants qui viennent nous voir pour nous demander comment on peut redévelopper des espaces comme le vôtre. Et aujourd'hui, du coup, c'est un peu compliqué parce que les consultants sont très bien payés et du coup viennent nous demander du savoir-faire. On va le donner gratuitement parce qu'on a envie de partager, sauf que ça a une certaine limite. On ne peut pas passer 1 heure, 2 heures à discuter et à libérer tout notre savoir parce qu'on doit s'occuper de notre espace. C'est la même chose avec des chercheurs qui viennent nous voir et qui nous disent on a envie de comprendre votre espace, mais on ne peut pas passer tout notre temps à expliquer. Pareil, l'acteur public. Donc il faut vraiment qu'on crée un médiateur entre justement ceux qui font du service, ceux qui vont faire du conseil, parce que c'est important qu'ils le fassent, parce que c'est eux qui vont permettre de diffuser le modèle de fonctionnement du lieu. Mais sauf que les commoners, ceux qui développent le commun, ils ne sont pas dédiés à diffuser le fonctionnement, ils sont dédiés à faire vivre à être utilisateurs et le faire vivre. Et cette problématique, on la retrouve dans quasiment tous les communs, que ce soit un logiciel libre où on a besoin de liens avec l'acteur public, avec l'acteur privé, et c'est ça qu'on essaye de décrire. Et on croit qu'il faut une médiation entre ceux qui vont faire du service, de la prestation autour des communs, et les commoners, ceux qui développent le commun. Et si on ne la fait pas, il y a des tensions très fortes qui se créent entre ceux qui font de l'économique autour de ces ressources communes. Et tout le monde y est perdant, en fait. Autant le lieu que ceux qui développent les trucs à côté. Parce que du coup, dans l'exemple du consultant, le consultant se met à vendre à faire de la prestation sans avoir vraiment eu le temps de ressources des commoners et leur savoir-faire et les ressources qu'ils ont souvent déjà documentées. Du coup, ils se retrouvent à conseiller la mise en place d'un espace comme ça, mais de manière complètement tordue. Alors que s'il y avait eu une relation, une médiation qui s'était faite, il aurait très bien pu se sourcer tous les éléments, nous ça nous aurait fait plaisir, et surtout on aurait pu dealer avec lui, dire bon bah ok, mais dans ce cas-là, toi quand tu vas faire du conseil, tu améliores aussi nos documentations, ou tu reverses un peu de financement, et du coup on sera tous bienveillants, et tout le monde sera heureux. Et la brique partenaire, elle est un peu... en fait c'est un peu ce que j'ai expliqué avec les partenariats privés-publics. Brique prestation, c'est vraiment ceux qui développent du commerce, du fonctionnement commercial autour. Et la brique évaluation, c'est comment on arrive à toujours se remettre en cause et à réfléchir à comment le commun continue à être un commun. Et est-ce qu'il n'y a pas des petits points de passage qui permettent de se dire, tiens, en fait, on est complètement plus un commun ou on l'est encore. Et c'est vraiment l'idée de l'évaluation. Le mot évaluation, il devra sans doute changer, mais c'est plutôt l'idée d'équiper le randonneur avec ce qu'il faut pour pas qu'il meure de froid en haut de la montagne. Merci beaucoup Simon. Il est 11h, Emmanuel, il est 11h moins 10. On peut prendre quoi 20 minutes jusqu'à 11h10 à peu près. Il devrait y avoir peut-être un micro. Voilà, là-haut, il y a un micro qu'on peut récupérer pour commencer l'échange avec vous. Voilà, le micro est là-haut. Alors... des réactions, des questions, des demandes de précision des uns et des autres. Vous n'êtes pas obligé, c'est toujours comme ça le choc thermique comme ça à la fin d'une présentation en disant est-ce qu'il y a des questions? Bien sûr, il n'y a jamais tout de suite des questions. Je vais vous laisser un peu le temps pour vous chauffer. Assis en bas. Sinon, moi j'en avais une. Vous n'avez pas mis le temps dans les éléments? Il n'y a pas de notion de temps? Il n'y a pas de notion de temps. Le début et la fin du projet? Non, de durée, de
choses. Quand tu disais, on se pose la question de la gouvernance au bout de 3 ans. Est-ce que le temps n'est pas une des données importantes de l'usage? Oui, ce serait pas. Oui. Par exemple, là, on a mis des briques, mais ça sert à rien de réfléchir à l'aspect technique au début du projet ou à la gouvernance. Donc il faudrait presque qu'on aide aussi à se dire plus ou moins à quel moment ça devient intéressant de réfléchir à la relation par exemple avec l'acteur privé. Nous, c'est récent qu'il y ait des consultants qui demandent de l'aide pour monter les espaces. Donc il y a une notion de temps importante et si on ne le fait pas, je pense que les gens vont commencer à réfléchir à tout ça un peu comme un statut juridique où on réfléchit alors que ce n'est pas du tout le moment. Et pour finir juste sur le temps, quand tu parlais des consultants, tu dis à un moment donné, la coroutine pour la comprendre, il faut venir la vivre. Pour comprendre comment ça fonctionne celui-là, c'est bien de la vivre. Oui. C'est-à-dire qu'on a presque une transférabilité de ces expériences-là si on a partagé un moment de vie de cette expérience. Oui, je pense. D'ailleurs, dans le modèle auquel on réfléchit pour gérer le lien avec des prestataires, c'est que les sachant faire, en tout cas les gens qui vivent dans l'espace, puissent eux-mêmes être amenés à aller directement sur le terrain de ceux qui ont envie de développer aussi des espaces sur le même mode de fonctionnement. Donc il y a aussi des sachant faire, des gens qui ont passé du temps, des commoners, qui puissent accompagner un consultant classique pour la mise en place d'un espace. Donc on a une grosse réflexion là-dessus. Mais parce que oui, des vidéos ou des longs documents en ligne, ça aide, mais c'est pas tout. Le top, c'est clairement de passer du temps, mais après. Là, devant. Oui, juste, est-ce que tu pourrais repréciser un petit peu le fonctionnement d'une association en mode collégial? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Et si j'ai bien compris, en région PACA, 50% des IRIC sont en asso. Est-ce que tu pourrais juste revenir sur ce statut-là? C'est un statut qu'on a choisi, nous, dans l'association OpenStreetMap France aussi, pour décharger le président avec ce fameux rôle de président-là. Et puis, effectivement, avec derrière des choses que vous évoquez sur l'aspect mutualisation autour des projets, autour de la confiance de notre projet collectif. Et est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Alors, je ne suis pas un expert de ces structures-là parce que justement, on ne l'a pas encore adopté à la coroutine. À tous les coups, tu connais mieux le modèle de collégial que moi. On explique surtout, on a envoyé des liens vers, sur le site, dans la brique juridique, on a envoyé des liens vers le site Passerelle Éco avec un superbe article qui explique l'enjeu justement de réfléchir à des collégiales et des modèles d'association. Donc je vous renverrai plutôt vers ce lien-là avec des statuts à télécharger qui expliquent comment fonctionne une collégiale. Mais si tu as des éléments en plus, tu peux. Tu veux dire 2 mots peut-être? Pas beaucoup plus, c'était juste pour remettre le doigt dessus. Et l'association loi 1901. C'est le meilleur lien d'ailleurs, je pense, pour retrouver ces infos là-dessus. D'accord. Donc une association sans président, c'est possible? Voilà. Alors c'est quand même, ça reste compliqué parce qu'effectivement, c'est un peu aussi ce que tu évoquais tout à l'heure entre la place de chacun dans un collectif. Il y a des limites parce que derrière les gens veulent parler à quelqu'un. Alors ils parlent à qui? Donc nous, on a OpenStreetMap France, on a ce système-là, mais effectivement, il y a une personne où on a mis une sorte de titre de président quand même vis-à-vis de l'extérieur. Par contre, dans notre fonctionnement interne, la responsabilité du fonctionnement de l'association est très partagée. Et chacun peut prendre ses briques un petit peu à la manière de la coroutine. Donc c'est ça qui est intéressant. Par contre, effectivement, ça reste pour l'extérieur, ça peut rester un petit peu compliqué. Okay. Mais c'est intéressant de l'essayer en tous les cas. On te poserait bien la question immédiate en disant vis-à-vis des institutions. C'est avec celle-là que c'est difficile. C'est ça, hein, c'est compliqué. Hein, ouais. Martine, derrière, avait une remarque ou une question. Oui, bonjour. J'aimerais avoir... Bien comme ça le micro. J'aimerais avoir quelques précisions sur votre environnement proche. Vous avez déménagé plusieurs fois. Est-ce que vous êtes resté dans le même quartier? Quelles sont vos relations avec vos voisins, l'environnement extérieur? Alors, on a démarré dans un quartier de Moulins, on n'est pas resté très longtemps, donc on n'a pas eu le temps, en plus on est au 3e étage, on n'a pas eu le temps de nouer des relations. Après on était à Oisem, qui est un quartier assez populaire à Lille, et où justement il y a Perrine Boissier avec qui on avait travaillé sur une résidence dans ce quartier-là, donc avec qui on avait réfléchi à justement créer une sorte de veilleuse de quartier, c'est-à-dire transformer l'espace de coworking en un veilleur de quartier, en tout cas y ajouter ça. Donc on a commencé à nouer des liens avec le quartier, et justement c'est un quartier intéressant parce que très populaire et cosmopolite, avec des gens qui sont aussi assez
assez engagé sur plein de sujets, et puis encore un quartier qui vit. Sauf qu'il nous a fallu déménager parce qu'on était devenus beaucoup trop petits. Et aujourd'hui, on est dans un quartier en plein centre de Lille, quartier assez riche, où il n'y a plus de vie de quartier, vraiment. Il y a très peu de commerce, c'est c'est un peu résidentiel. Et c'est beaucoup plus riche. Donc c'est là, comme on est là depuis 1 an et demi et que depuis le projet devient assez mûr, là on arrive à nouer des relations avec du coup le voisinage, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est assez récent avec justement l'achat groupé, la cuisine du midi, tout ça. Mais c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on aimerait bien retourner dans un quartier qui serait peut-être plus, dans lequel on pourrait aller beaucoup plus loin dans la construction avec le voisinage. Là, on sent que c'est plus difficile. Enfin, typiquement, les voisins au-dessus, c'est des personnes âgées qui sont là pour être dans le calme absolu. On n'aurait jamais eu ça dans le quartier de Oisem. On aurait eu beaucoup moins ça, parce que c'est un quartier beaucoup plus vivant et où les gens comprennent que le bruit, ça fait partie aussi de la vie d'un quartier. Si on reprend sur le site Unisson, parce que là, on était sur l'exemple de la coroutine, qui est un lieu. On voit bien un peu les enjeux de gestion d'un commun. Est-ce que des exemples plus numériques, des exemples plus virtuels, tu les as à travers d'Unisson, peut-être, pour étendre un peu le champ des possibles de cette notion de commun? Ouais, le champ des communs, j'en ai un qui est assez barbare, c'est GitTip. Je peux rentrer là-dessus. Oui, qui se définit comme une... En fait, ils ont 3 règles, je crois, de fonctionnement. Donc, le site, c'est gittip.com. Leurs 3 règles, c'est on a un mode de fonctionnement totalement ouvert et transparent. On n'a pas de salariés. Et notre but, c'est de faire un service le moins cher possible, voire gratuit. Donc aujourd'hui, en fait, c'est une plateforme de financement participatif qui est du coup gratuite. Sa finalité, c'est de la rendre la plus accessible possible à tous. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas de commission. La seule commission, c'est les frais bancaires qui sont, quand on utilise, d'ailleurs, si on utilise d'autres systèmes, on ne paye pas de commission. Donc leur finalité, c'est d'être gratuit, c'est assez intéressant. Donc vraiment se définir comme un commun, là pour le coup universel, puisqu'il est accessible au monde entier. Alors l'idée de pas de salariés, c'est qu'ils ont trouvé un autre modèle pour rémunérer les gens. Et c'est assez curieux. Je vous en parle. Donc c'est un site de financement. Donc il y a dessus, par exemple, là, je vous montre quand même l'exemple tout récent de Ashley, qui depuis quelques semaines arrive enfin à vivre de ce site-là, parce que c'est un site qui fonctionne comme un commun. Enfin, à mon sens, qui a vraiment réfléchi à structurer son projet comme un commun, et qui a comme finalité de créer un service de financement participatif durable, contrairement aux plateformes de financement. Je ne les oppose pas, mais je dis juste que c'est un autre modèle. Donc là, c'est du financement régulier, entre 20 centimes et $100, qu'on va pouvoir donner à des individus ou à des projets. Donc là, c'est une personne qui reçoit $1000 par semaine de dons anonymes, donc de 250 personnes qui lui donnent, je crois que c'est 250, les 215 personnes qui lui donnent des dons réguliers. Et elle développe la diversité en entreprise, le droit des femmes, dans tout ce qui est inclusion, justice sociale. Et elle reçoit du coup des dons, et c'est ce qui lui permet de vivre. Maintenant, elle a un salaire. Son but, c'était d'avoir $1000 par semaine pour continuer ce travail-là. Donc maintenant, elle a un salaire pour développer des choses qui sont du coup totalement dédiées à l'amélioration de la vie de tous les jours. Ça, c'est un peu le top modèle, parce que c'est la première personne à vraiment réussir à atteindre son objectif et à en vivre avec un salaire qui est correct, puisque bon, $5000 avec les charges, ça fait $2500. Ça devient un salaire tout à fait correct pour faire quelque chose qui la passionne et qui est extrêmement utile pour la société. Et vous avez d'autres exemples, dont le projet lui-même. Donc le projet GitTip, vous voyez ici, le site web en fait ne vit pas de commission, mais vit de dons. Donc ils reçoivent $260 par semaine de dons, et le fondateur aussi reçoit en tant que personne 300. Et bon, c'est le début du projet, mais il faut voir que quand ça fonctionnera vraiment bien, les gens n'hésiteront pas à donner un peu. S'il y a déjà 300, là maintenant, quand le site fonctionnera vraiment beaucoup, là il a à peine 1 an et demi, c'est sûr qu'il y aura beaucoup plus le modèle économique va finir par se mettre en place. Et donc le fait de déplacer le modèle économique non pas sur la transaction financière, ce qui est quand même un modèle, c'est un peu tordu, parce que dans tous les modèles économiques, dans tous les modèles de développement de services où il n'y a pas de transaction financière, du coup en général il n'y a pas de modèle économique. Donc l'aide aux personnes âgées par exemple, il n'y a pas vraiment de transaction financière, ou alors c'est compliqué, il faut la trouver et tout ça, donc du coup il n'y a pas de modèle pour aider les personnes âgées. Enfin, du coup le modèle du don est vraiment intéressant, parce qu'il réfléchit autrement. Il ne sait pas se positionner comme intermédiaire, contrairement à beaucoup de projets. Et GitTip propose ce service-là. Et je donne juste l'autre exemple.
Du coup, là, je montre un exemple de. Donc, bien sûr, c'est une plateforme open source. Il y a une transparence assez forte. C'est assez impressionnant comment le fondateur de GitTip fonctionne. C'est assez. On n'a vraiment pas l'habitude de ces modes de faire. Par exemple, quand il y a un journaliste qui vient le voir, il enregistre le film pour pas que derrière le journaliste puisse complètement modifier le discours et au moins là, il y a une certaine transparence qui fait qu'il ne peut pas se faire retourner le projet parce qu'il y aurait eu un article tordu qui serait sorti. Bon, il y a plein de modes de faire comme ça pour organiser la transparence et éviter qu'il y ait une prise de pouvoir. Organiser la gouvernance, Et là, je montre un autre exemple d'utilisateurs de ce site-là qui sont les développeurs de Drupal qui se sont mis à... Drupal. Alors, Drupal, c'est un CMS, enfin c'est un gestionnaire un peu comme WordPress, ou c'est un logiciel libre en fait c'est une plateforme qu'on peut télécharger pour avoir un site très rapidement, une sorte de réseau social très rapidement et qu'on peut installer. Donc c'est un logiciel libre que tout le monde peut utiliser. Donc il y a des millions d'utilisateurs de ce site-là, et donc les développeurs au cœur de ce projet-là reçoivent en fait des dons pour continuer à développer cette initiative-là. Et ce qui est extrêmement compliqué aujourd'hui, c'est de répartir des financements au sein d'un collectif, parce que finalement, quand vous avez plein de contributeurs, par exemple à la coroutine, on a plein de gens qui participent à différents niveaux, qui aurait le droit d'être rémunéré pour son travail de contributeur? Ça, c'est une question que personne n'a su résoudre jusqu'à maintenant. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on commence du coup, quand on a de l'argent, plutôt que de se rémunérer en tant que contributeur, on va rémunérer des salariés ou des prestataires extérieurs. Et à un moment donné, on se dit mais c'est quand même fou, on est en train de contribuer à créer un commun, on n'a pas le droit d'en vivre, du coup on va aller en vivre à côté en faisant de la prestation ou plein d'autres trucs. Et surtout, voilà, on va commencer à rémunérer des personnes extérieures qui ne sont pas des contributeurs, qui ne sont pas des gens très impliqués, des salariés, mais qui vont peut-être pas être à fond dans le projet comme les contributeurs du début. Et ça crée vraiment une distorsion. Alors, du coup, la solution, c'est de trouver un moyen, quand on a de l'argent, de rémunérer les contributeurs. Et ce qu'ils ont fait pour ça, plutôt qu'essayer de calculer quelle est la valeur de chaque contribution, toi, tu as beaucoup aidé à la montage du lieu, tu auras ça, ce qui fait que ça voudrait dire qu'il y a des gens qui décident pour les autres. Bah là, on laisse les gens, dans le modèle de GitTip, c'est assez rigolo, c'est qu'ils laissent les gens choisir eux-mêmes leur rémunération. Donc on fait confiance à chaque individu, tout comme on fait confiance à chaque individu pour qu'il contribue et qu'il apporte des choses, on lui fait confiance quand il doit prendre une partie du financement. Alors ça remet en cause plein de choses, ça peut créer des problèmes, il y a plein de discussions à avoir là-dessus. Mais ce qu'explique le fondateur de GitTip, et GitTip fonctionne comme ça, il y a une trentaine de personnes qui prennent des financements, c'est que ça renforce en fait la cohésion du groupe, parce que le groupe sait gérer du coup des financements, et limite les gens, voilà, ils n'osent pas trop prendre, ou ils sont assez... non, pardon, là je ne montre pas le bon exemple. Enfin, ça crée des comportements vraiment, a priori, assez encourageants, et du coup ça nous semble être une sacrée manière de s'en sortir sur les modèles de financement des biens communs. Alors, on regarde pour d'autres questions peut-être dans la salle. Il y en a d'autres qui veulent réagir ou poser une question. Oui, Yves. Yves, et après de l'autre côté. Après, Simon va passer un moment de la journée aussi ici, si vous avez envie de continuer après à échanger. Yves. Alors moi je trouve ça très séduisant, intéressant, mais en même temps ça me renvoie à plein de questions pour lesquelles je ne trouve pas toujours les réponses. Donc c'est pour ça que je les pose, donc ça n'a pas forcément une volonté stigmatisante, mais par exemple sur le début de la présentation, je me suis dit beaucoup de parallèles quand même avec le mouvement des communs. Mais le micro, on t'entend plus vers toi, Ah pardon, ça va là? Surtout au début de la présentation, j'ai trouvé beaucoup de parallèles avec le mouvement des communautés dans les années 70, où la logique était plutôt de sortir des lieux urbains, mais en fait de partager beaucoup de projets communs et de débattre sur comment était la gouvernance. On ne parlait pas de gouvernance et de commun, mais on parlait de projets collectifs. Donc là, je trouvais beaucoup de similitudes, et je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait de nouveau aujourd'hui. Bon, après, en avançant dans la présentation, je me suis posé beaucoup de questions sur le modèle économique. Vous avez apporté quelques réponses, et notamment que le modèle économique, c'était un modèle économique individuel dans un espace commun, en fait. Donc ça m'a un peu interrogé. Après, ça m'a donné l'impression après. Il ne faut pas prendre ça au premier degré, mais ça faisait un peu colonie de vacances pour adolescents. C'est-à-dire que je retrouve ce que j'ai retrouvé dans le film de Global Partage, c'est-à-dire une vision assez élitiste quand même d'une partie de la société qui veulent
contribuer dans la société, mais du coup, comment? C'est quoi le projet politique du commun? Qu'est-ce qu'il apporte réellement dans son environnement? Est-ce qu'il est hors sol ou pas hors sol? Donc, toute une série de questions. Est-ce qu'on est plus sur de la forme que sur du fond au bout du compte, quoi? Alors, moi, avant de laisser la parole à Simon, Yves, dans l'introduction, je disais, ce qui est assez étonnant quand on aborde les communs, c'est que on a néanmoins une approche qui est très ancienne de la co-responsabilité de la gestion d'une ressource commune. Et on est allé avec Olivier Lanoé et Pauline, qui sont là juste derrière toi, récemment dans le Puy-de-Dôme, à côté d'Issoire, dans un petit village qui s'appelle Ardes-sur-Couze, pour développer un projet d'AMACA. Un projet d'AMACA, c'est un espace de capacitation citoyenne, collective, autour de projets culturels sur un territoire. C'est un peu l'inverse d'une AMAP culturelle. Ce n'est pas des producteurs qui proposent un bien, mais c'est des citoyens qui décident de se mettre ensemble pour développer un projet culturel. Et on va dans ce village-là, de ce village, et en fait on rencontre les gens et ils nous disent ah oui, mais ce que vous nous racontez, c'est un peu comme les sectionaux. On dit ah bon, les sectionaux, et c'est quoi les sectionaux? Je vais le faire de manière très très simple, mais ça faisait très longtemps que dans les hameaux, il y avait des terres qui étaient communes. C'est un peu c'est tout à fait les commons anglais, des terres communes qui étaient gérées non pas par le hameau, il n'y avait pas d'institution, il n'y avait pas de collectivité, par les gens du hameau, dans lequel il y avait une redevance presque de location de ce commun-là, de cet espace-là, de cette terre-là, et il fallait gérer avec de l'argent qu'on avait le renouvellement de ce bien-là. Donc un truc très ancien, qui n'était pas du tout un truc à bobo ou un truc pour adolescents ou pour néo-ruraux des années 70. Et au contraire, ils ont eu des problématiques dans les années 70 quand ces gens de la ville sont arrivés sans aucune compréhension de la gestion de ces communs-là. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, je trouve, parce que c'est une des frontières quand on aborde les communs, les biens communs ou ces nouveaux modèles, c'est qu'effectivement, on arrive avec une perception et presque des idées reçues sur le fait que ça serait élitiste, alors que c'est des choses qui sont globalement assez ancestrales et en milieu rural, globalement, et que dans le milieu rural, on va réattaquer le milieu urbain en disant mais ils ne comprennent pas grand-chose à ce qu'on est en train de faire. Et que les enjeux de mutualisation que tu poses, en tant que tel, sur un commun, de considérer que c'est avant tout un projet commun, est assez intéressante comme changement, un peu comme retournement de ces problématiques que tu évoques. Comme on évoquait hier, la relation entre les hackers et le milieu de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on a peut-être des frontières dans nos milieux, dans nos lieux, à dépasser aujourd'hui, à considérer comme espace commun de réflexion, de doute, de questionnement, de remise en cause de ce qu'on est en train de faire. J'ai l'impression. Oui, mais cet élément-là, il est vraiment. Enfin, je pense que c'est vrai parce qu'il y a peu de gens qui ont. Enfin, moi, je crois que je me situe dans une ni trop pauvre pour être coincé par les contraintes financières qui m'empêcheraient de réfléchir à tout ça, et en même temps avec une vraie envie que ces modèles-là soient utilisables par tous et que. Mais en fait, je pense qu'il y a peu de gens qui aujourd'hui peuvent se positionner, enfin travailler vraiment sur les logiques de commun. On a un peu coincé quoi. Tant qu'on n'arrive pas justement à créer des communs sur les vrais problèmes qui sont et là du coup il faut aller en effet beaucoup plus loin, qui sont le fonctionnement de la monnaie par exemple. Quand est-ce qu'on aura un système monétaire qui est un commun, c'est-à-dire qui est pensé par les gens et qu'on peut comprendre, le jour où on a ça, on pourra vraiment débloquer des choses. Pour l'instant on est un peu coincé, du coup on touche que des publics qui ont quand même un peu d'argent pour pouvoir travailler dans des lieux comme ça et pouvoir les soutenir. Des publics qui sont un peu sensibles, qui ont eu une éducation sur ces sujets-là et qui les comprennent. Après, la question, c'est est-ce que ces gens-là qui sont un peu dans une classe qui est pas trop pauvre pour être coincés par le fait de devoir survivre et pas trop riches pour du coup pas avoir du tout envie de repartager, est-ce que cette classe-là, ces gens qui sont un peu entre les deux, sont capables de réfléchir pour les gens derrière eux? Parce que, à mon sens, il y a les deux, quoi. Il y a les gens qui ont plutôt qui vont avoir envie de qui vont trouver ça génial de faire du commun sur du partage de voitures, parce qu'on a une voiture, parce qu'on a un logement. Mais à un moment donné, ceux derrière qui n'ont ni voiture, ni logement, qui habitent en banlieue, qu'est-ce qu'ils font dans cette économie des communs, de partage? Là, il faut remettre en cause des choses beaucoup plus fondamentales, qui sont des lieux de travail dans les quartiers pauvres, qui sont des lieux des logements qui vont être pensés comme des communs, des espaces communs dans les quartiers plus difficiles, plus pauvres, et surtout un système monétaire qui redistribue tout ça. Donc moi personnellement, j'essaie de passer de plus en plus de temps sur des questions beaucoup plus systémiques. La monnaie libre, c'en est une, et ça c'est un sujet qui est hyper important parce que ça va résoudre un des énormes problèmes de notre système actuel.
Et notre élément que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'a vraiment fait tilt dans l'histoire des communs, c'est quand j'ai lu le bouquin de Majid Ranema, La puissance des pauvres, où il explique qu'avant, et même encore dans beaucoup de cultures dans les pays du Sud, le commun existe encore. C'est ce lieu où le lieu où le plus pauvre peut commencer à jardiner, à faire des choses sans avoir à demander la permission. Et il parle dedans, il parle dedans de commun. Et il explique que ni l'État ni le privé sont capables de comprendre et de concevoir ce type d'espace commun. Et ça m'a assez marqué parce que c'était vraiment voilà, il expliquait que chez les plus pauvres, là où il y a encore du savoir-faire, du savoir-vivre, le commun a vraiment son importance. Et dans les milieux ruraux, il est encore présent. Sauf que oui, le tout marché ou le tout institutionnalisé fait petit à petit disparaître ces espaces communs. Alors il y a 2 demandes de prise de parole aussi. Parce qu'en fait, tu as répondu en partie à ma question qui était un peu en filigrane, c'est-à-dire que je trouve que c'est des systèmes quand même assez élaborés, pas accessibles pour tous, même quand on partage. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque excluant d'une partie de la population qui pourtant serait à même d'y participer? Mais tu as répondu en partie. Je trouve que c'est quand même un risque. On va laisser. Alors une prise je de vais parole là, tourner, oui. ici, puis après il y avait Axel en haut. Alors, on va devoir faire court. Par contre, malheureusement, je suis obligé de vous dire ça. Oui, c'est juste une petite précision sur la plateforme GuideTip. Les dons sont forcément récurrents, hebdomadaires, ça c'est ma première question. Et la deuxième, c'est est-ce que la coroutine ou les contributeurs sont déjà présents parmi les receivers? Les dons sont récurrents, donc là c'est peut-être qu'ils imagineront rajouter un modèle où on peut faire des dons one shot, enfin une seule fois. Mais tu peux les changer. Là c'est des dons récurrents et donc tu peux changer ce que tu donnes au projet. Donc tu peux changer chaque semaine si tu as envie. Tout comme tu peux changer ce que tu reçois quand tu es un des contributeurs. Chaque semaine tu vas pouvoir faire évoluer. Alors il y a des petites règles, tu ne peux pas prendre plus de 50% d'une semaine à l'autre. Et les fondateurs sont à la fin, c'est les derniers à prendre. Donc ça c'est aussi intéressant qu'il ait mis ça en place. Mais on peut très bien reproduire. Voilà, moi je trouve que c'est très inspirant ce modèle-là. Je ne sais pas s'il faut l'utiliser pour tout, mais on peut le repenser ça pour d'autres projets, sur d'autres plateformes, pourquoi pas. Mais c'est juste le mode de fonctionnement qui est assez intéressant. On va faire confiance aux gens pour être rémunérés. Est-ce que les contributeurs de la coroutine y sont? Alors la coroutine, je pense que le jour justement où la coroutine aura des problèmes où on se dira maintenant on a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on prend un salarié pour gérer des trucs qui sont vraiment compliqués à gérer, ou comment on rémunère ceux qui s'impliquent vraiment beaucoup dans le lieu, parce que sinon à un moment donné les gens vont s'épuiser parce que si le lieu devient trop grand, il y aura des trucs compliqués à gérer comme la trésorerie. Là on se dit on pourra passer à un modèle comme ça plutôt que d'embaucher un salarié ou un prestataire et de créer une différence entre contributeurs et l'équipe de bénévoles et l'équipe de salariés. Enfin, on passera peut-être à un modèle comme ça. Et Unisson, on s'est mis sur GuideTip. Donc tous ceux qui contribuent au commun Unisson pourront être sur la plateforme GuideTip et prendre une partie des financements. On s'est amusé à dire que le site était payant à prix libre. Ça nous paraît important de transformer le mot payant pour que les gens comprennent que libre, c'est pas gratuit et que un projet comme Ubuntu, Linux, c'est juste anormal qu'on paye autant. On soit tous capables de payer très cher Microsoft, parce qu'on le paye très cher. On s'en rend pas compte, mais on le paye très très cher. Tout au long de notre vie, nos petits-enfants le paieront encore. Et là où Linux est gratuit, personne ne fait de dons. Et à un moment donné, c'est complètement con, quoi. Pourquoi on ne donne pas des projets libres qui seront gratuits même pour nos petits-enfants et on continue à payer des projets propriétaires? Et c'est parce qu'on est incapable aujourd'hui de dire, quand on a un commun, que ça a un coût qui est développé et donc c'est payant. Après, vous donnez ce que vous voulez parce qu'on ne veut surtout pas limiter l'accès. Axel. Oui, très rapidement. Merci Simon, déjà c'est vraiment super intéressant. 2 petites questions très concrètes en fait sur 2 symboles. La monnaie, tu en parlais tout à l'heure sur les formes de transactions. Je voulais savoir si vous aviez tenté quelque chose. Et sur les clés aussi du lieu, comment vous gériez ça? Alors sur les clés, on a eu un truc trop bien, c'est qu'on avait un boîtier quand il y a des agences qui doivent louer des espaces ou les vendre, elles mettent un boîtier où il y a des clés dedans. Donc du coup on a un petit boîtier à code et ça a résolu un tas de problèmes dans l'espace parce que du coup on peut facilement donner le code d'accès à des gens qui prennent la clé, qui ouvrent le lieu. Et il y a un énorme trou de sécurité parce qu'en effet si tu as le code tu peux rentrer, tu peux voler les écrans. Mais bon en 3 ans on n'a jamais eu de vol et puis surtout ils voleraient quoi, des écrans? Au pire le vidéoprojecteur et encore il
est de temps en temps attaché. Donc ouais, c'est un truc qui serait impensable si le lieu avait été porté par un acteur public, jamais ils auraient osé faire ça. Là, il y a des très bons systèmes aujourd'hui d'accès par téléphone portable aussi, des petits systèmes avec des codes et des listes de bénéficiaires. Donc on prend le risque un jour peut-être qu'il y a quelqu'un qui rentrera dans le lieu, mais en fait en faisant confiance, là, on n'a vraiment aucun problème avec ça, et ça résout beaucoup de solutions, beaucoup de problèmes liés au fait que les gens puissent ouvrir le lieu. Donc très rapidement, quelqu'un peut venir le week-end, avoir accès, faire ce qu'il a envie là-bas. Et l'autre élément donc, sur les monnaies, est-ce qu'on a essayé d'appliquer pas encore. On s'intéresse beaucoup au sel, au fonctionnement du sel. On a des ateliers qui commencent à se faire pour comprendre le fonctionnement monétaire. Donc on a des gens qui sont venus à la coroutine pour expliquer tout ça. Je vous renvoie juste un lien qui est le jeu de la corbeille, qui a été fait par les Valeureux. Donc ça pourrait intéresser les EPN, enfin tous les espaces. C'est un petit jeu de société qui permet de comprendre le fonctionnement de la monnaie et en quoi aujourd'hui il est pas du tout cohérent et il respecte pas du tout un principe d'égalité face à la création monétaire. Donc ce petit jeu, n'hésitez pas à l'utiliser, à le tester. Il permet de comprendre du coup le fonctionnement de la monnaie et d'avoir vraiment envie derrière de créer un petit sel, en fait, un fonctionnement en crédit mutuel, même si c'est pas, même si le sel c'est bien, mais il va falloir qu'on trouve d'autres modèles pour que ça aille un peu plus loin. Parce que le sel fonctionne très bien à l'échelle locale, mais si on veut le déployer à une plus grande échelle, ça bug pour des questions mathématiques de la masse monétaire dans le truc, mais bon, on pourra en reparler plus. S'il y a des gens qui s'intéressent, on pourra en reparler. Stéphane. On arrive effectivement à la fin. Je vais te poser 2 questions, mais comme ça on traitera les réponses dehors. La question des sociotypes, c'est-à-dire quels sont les types de personnes qui fréquentent ces lieux, voilà, d'où viennent-ils, quel âge ont-ils, ils viennent plutôt de quel type de quartier, etc. Moi, ça m'interroge beaucoup. Et la gestion des conflits, effectivement, on en parlait avec Yves. À un moment donné, dès qu'on est une communauté, dès qu'on a un groupe, peuvent émerger des conflits, voire même émergent nécessairement des conflits. Comment sont-ils gérés, comment sont-ils anticipés, voilà. Peut-être on traitera les réponses à l'extérieur. Justement, je vais passer à Manu. Là, il va vous dire un peu comment ça se passe. Juste, il y a un très beau, découvert très récemment, un très beau texte. La SCOP Le Pavé s'est dissoute pour se reconstruire d'une autre forme. Et ils ont écrit un long texte sur la dissolution de la SCOP du Pavé, qui était ces SCOP, il y avait entre autres Franck Lepage d'éducation populaire, et un texte assez magnifique sur l'évaluation de ces limites de la gouvernance. Et je trouve que c'est en creux un texte qui raconte beaucoup de choses sur la manière dont on peut, entre guillemets, gouverner. Il parle beaucoup de virilisme, et je trouve très intéressant cette notion-là.